Oui, effectivement, avec la mise en place maintenant d'un élément carbone dans la TICPE, le charbon est maintenant également taxé au prorata de CO2 qu'il émet lors de sa combustion. Oui aussi pour dire que si on augmente les prélèvements obligatoires par des taxes carbone, ça doit se faire à prélèvements globaux constants, enfin en tout cas avec une évolution des prélèvements globaux qui ne doit pas profiter en quelque sorte de cette taxe particulière. Et sur votre suggestion, la Fondation Nicolas Hulot est complètement en face. C'est-à-dire, ben oui, profitons-en pour taxer ce qui est négatif, concrètement les émissions de gaz à effet de serre, et pour alléger les prélèvements obligatoires sur ce qui est utile, c'est-à-dire sur le travail et l'emploi. Deuxième complément, oui, les entreprises, un certain nombre de grandes entreprises sont aujourd'hui demandeuses, à nouveau en liaison et en harmonie avec ce que demande la Banque mondiale pour un prix du carbone. Et il y a même de grandes entreprises pétrolières, dont on peut se poser la question, qui le demandent en précisant un petit peu le niveau. Et ça tourne autour de 30 € la tonne de CO2. On peut se demander pourquoi notre idée, et après tout c'est une idée pas plus mauvaise qu'une autre, c'est que ces grandes entreprises qui sont en général aussi maintenant des entreprises gazières ont bien noté qu'au plan économique, à 30 € la tonne de CO2, on revient du shift qui s'était fait il y a quelques années en faveur du charbon vers le gaz. C'est-à-dire qu'à 30 € la tonne de CO2, il vaut mieux brûler du gaz que du charbon. Moi, j'ai mis en place le premier PNAQ, le premier plan national d'allocation de quotas. Et là, c'est une différence que j'ai avec Jean, parce que moi, je suis beaucoup plus sur les allocations de quotas. Pourquoi je suis beaucoup plus sur les allocations de quotas? Parce que les quotas d'émission, l'entreprise qui est tenue à une diminution de ses quotas d'émission va choisir d'investir où ça lui coûte le moins cher pour réduire ses gaz à effet de serre. Alors qu'une taxe carbone porte sur tout. C'est ça la différence. Et je pense, alors si, comme vous l'avez dit, les résultats ont été atteints, mais ils ont été atteints aussi parce qu'il y a une baisse industrielle, parce qu'il y a une crise, et il y a aussi un problème qui s'est posé, c'est évidemment le passage de 15 à 25 pays européens. On préfère aujourd'hui dire que c'est un succès partiel, qu'il faut poursuivre, qu'on n'a pas atteint l'objectif que l'on s'est fixé en commun à Copenhague, et que donc il faut aller plus loin. J'ai une image, si vous voulez, en 1992, on pouvait dire, oh là là, regardez ce qui va se passer, ça va être une catastrophe si on n'arrive pas à l'éviter. Aujourd'hui, on sait qu'on va rentrer dans le mur. On sait qu'on va rentrer dans le mur, mais rentrer dans un mur à 120 km à l'heure, ou rentrer dans un mur à 40 km à l'heure, c'est pas du tout pareil comme effet. Dans le deuxième cas, on froisse de la tôle, on casse le moteur éventuellement, mais avec les ceintures de sécurité, on arrive à s'en sortir. Si on y rentre à 120, même avec tous les dispositifs de sécurité, on est tous morts. Donc voilà, je crois, un petit peu la façon dont il faudra, me semble-t-il, analyser Paris une fois que la fièvre sera retombée. Mais la Chine, dans l'accord France-Chine qui s'est passé, c'est le fait qu'on reviendrait à minima tous les 5 ans sur le niveau d'engagement pour voir si cela permet de respecter les 2 degrés Celsius ou pas. Et à l'évidence, pour l'instant, ça ne permettra pas, mais ce qui veut dire qu'on ne restera pas sur les engagements seulement de 2015 et qu'on ira plus loin tous les 5 ans. Et ça, je crois que c'est une bonne forme, parce que de toute façon, c'est pas, comme vous l'avez dit, une COP, c'est une COP. La COP 21 est extrêmement importante, puisque c'est un accord applicable à partir de 2020, c'est-à-dire c'est vraiment la suite de Kyoto, réellement. Mais il faut bien évident qu'il faudra évoluer en fonction de ce qu'on constatera sur l'aspect du changement climatique et de l'évolution. Et vous avez dit, c'est quels indicateurs on va prendre? Parce qu'aujourd'hui, les pays s'engagent, mais comment on mesure ce qui se passe dans chaque pays? Est-ce qu'on est réellement sur des indicateurs qui vont permettre de mesurer de la même façon dans chaque pays et sur le type d'engagement que l'on a? Et ça ne se fera pas dans la COP 21.
parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur tout en même temps. Donc c'est Marrakech, l'année prochaine c'est Marrakech, et donc dans la COP suivante et peut-être l'autre, 2016 et 2017, c'est là que les règles d'application, et notamment des indicateurs qui permettront justement de savoir sur quoi on travaille et comment on le fait. Comment est-ce que on prend en compte la croissance économique ou pas par rapport aux émissions de gaz à effet de serre? On ne peut pas considérer qu'un pays qui n'a pas de croissance ou un pays qui a une croissance économique, qui a un niveau économique élevé, est-ce qu'on ne peut pas prendre forcément les mêmes mesures? Donc il y a toutes ces questions sur les indicateurs qui, à mon avis, vont se faire dans la suite.